Ce matin, la dernière partie de ces 2 journées, et l'introduction va être faite par Claude Balliet sur la violence. Claude Balliet est auteur de 2 livres sur la psychanalyse des comportements violents et la psychanalyse, qui vient de paraître, psychanalyse des comportements sexuels violents. Il est psychanalyste et psychiatre de prison et il a son expérience particulière, cette clinique particulière, a été enrichie et constamment approfondie par un travail de 15 ans auprès de détenus violents. Je lui donne sans plus tarder la parole. La violence, donc. Le mal-être, forme privilégiée d'expression d'une souffrance dans une société en mouvement, engendre des comportements violents, nous le voyons tous les jours. Il en résulte une modification des interrelations qui se chargent d'agressivité au sein d'échanges difficiles à démêler. Cependant, l'autre, dans ce cas, existe toujours, témoignant ainsi de l'intrication des pulsions sexuelles et destructrices. Il est des formes plus radicales de violence, du côté du narcissisme, où l'altérité est niée. Cela aussi, nous le découvrons tous les jours. S'agirait-il d'un mal plus absolu? Des interrogations de malaise dans la civilisation nous reviennent. Mais il y a également une violence nécessaire pour être et pour créer. Étrange paradoxe, donc, que nous allons explorer en essayant de comprendre l'incompréhensible, le meurtre, le viol, les sévices à enfants, également d'autres formes d'actes extrêmes, destructeurs. Ce faisant, nous nous inscrirons dans une nouvelle page de l'histoire de la psychanalyse en abordant des thèmes jusque-là peu étudiés dans leur concrétude et en accompagnant un certain décentrement qui va du princeps de la pulsion à l'importance attribuée au rôle de l'objet externe. Afin d'enrichir notre pensée, je propose une étude métapsychologique du viol. Le choix peut surprendre. J'en vois cependant la pertinence dans le fait qu'il n'est pas reconnu comme étant de nature pathologique dans les classifications internationales des maladies mentales, sauf s'il est accompagné de sadisme, soit dans 10% des cas. Il est donc analysé essentiellement sous l'angle pulsionnel et il serait l'aboutissement d'une pulsion dite virile, entre guillemets, que limiteraient seulement les contraintes de la loi. On voit de suite la confusion qui règne entre pulsion sexuelle et pulsion violente. Or, viol et violence ont la même racine, comme le rappelle André Green, ayant peu à voir avec le désir, malgré les apparences. C'est en partant de l'objet que nous comprendrons mieux les choses. En effet, l'analyse du discours de nombreux sujets ayant commis un viol, l'analyse de leurs cauchemars, de leurs angoisses, de leurs phobies intenses, m'ont convaincu que l'acte avait été déterminé par une peur panique d'intrusion dans le monde interne, réveillée par les traces d'un objet primaire pénétrant. Un clivage, ordinairement un clivage solide, isole une zone fragile du reste de la personnalité qui se déploie alors selon des critères ordinaires, névrotiques ou pseudo-névrotiques, et donne l'apparence de la banalité. Une étude plus précise du déroulement des processus me paraît nécessaire. La future victime éveille une attirance fulgurante par la qualité métonymique présymbolique d'un objet primaire qui vaut par l'évocation d'un pictogramme pénétrant-pénétré, celui dont parle Piera Castoriadis-Solagnier, héritage d'une première relation dans laquelle l'enfant au sein se perd dans le regard de sa mère. Ce peut donc être au premier chef la victime, ce peut être au premier chef une jeune femme, bien sûr, mais aussi une femme très âgée, un enfant, voire un nourrisson, un homme parfois
puisque seul demeure le risque de fusion, imagé de façon rudimentaire par le pictogramme. Une hallucination négative intervient alors pour couper toute relation entre la mère et la perception que l'agresseur a de sa victime. Manifestation de défense pour éloigner la menace d'envahissement hallucinatoire par l'objet primaire qui anéantirait alors l'existence même du sujet. Il s'agit donc d'une défense contre la catastrophe psychotique. La perception n'est pas pour autant totalement abolie et témoigne ainsi de l'insuffisance des effets de l'hallucination négative. Cette perception demeure chargée de son pouvoir excitant, pénétrant-pénétré, scène originaire irreprésentable, mise en rapport direct avec le fond hallucinatoire primaire et de ce fait conduisant à une implosion. C'est qu'en effet la médiation par le préconscient, siège des associations créant des liaisons, a été supprimée lors de la phase précédente pour faire disparaître toute évocation relative à la mère. La réalisation du viol a alors pour but de replacer définitivement la perception à l'extérieur, d'en faire un objet-chose parfaitement maîtrisé, parfois jusqu'au meurtre, afin d'éliminer la menace hallucinatoire. Dans ce mouvement, c'est le narcissisme phallique qui permet de passer d'un état de passivité insupportable, corollaire de l'envahissement par l'objet, à une démarche active d'emprise. Après l'acte, il y a pour ainsi dire réveil d'un sujet qui reprend le cours de sa vie habituelle. Il n'y a pas oubli, mais impression qu'il s'agit de quelqu'un d'autre qui a commis le crime du fait du clivage. Cependant, tous les viols ne se déroulent pas exactement selon ce processus. Un comportement, en effet, ne saurait caractériser par lui-même une organisation psychique. C'est pourquoi j'ai distingué des actes d'agression contingents à un mode de fonctionnement, qui peut aussi bien être névrotique ou autre, d'autres qui sont prévalents, constituant alors un aménagement défensif compulsionnel face à une angoisse d'anéantissement de caractère psychotique. J'ai ainsi revisité une perversité sexuelle, à ranger plutôt du côté des psychoses et à différencier des perversions. Le viol ainsi présenté est un exemple, dont le modèle vaut pour toute une série d'actes extrêmes, un certain nombre de meurtres, dont le parricide, bien souvent, certaines formes d'inceste et de pédophilie, des comportements de pyromanie, voire des délits moins graves, mais à caractère compulsionnel défensif. Un problème d'identité. La menace d'envahissement sous forme hallucinatoire par l'objet externe traduit une fragilité du sentiment d'identité qui se fonde sur la capacité à établir des liaisons entre le fond hallucinatoire de psychisme et des traces mnésiques de perception à partir d'un travail actif aboutissant à des ensembles de plus en plus complexes créant des représentations. Liaison et activité sont deux processus fondamentaux aidés par une mère traductrice, selon le terme de Bion, ou dans une autre perspective par une mère énigmatique, dit Laplanche, dans tous les cas suffisamment bonne et pas davantage. Cette mère doit posséder encore une autre qualité, celle d'être indestructible malgré les assauts violents de l'enfant. La violence révèle ici sa valeur constructive qui consiste à détruire l'objet-chose afin que naisse la représentation, en retrouvant cependant l'objet externe intact, ce qui permet alors au mouvement agressif d'être perçu comme un fantasme. Ainsi naît l'objet psychique et la solidité de l'identité. La violence, en sa forme négative, nous est bien apparue comme une destruction de l'objet psychique naissant, là où l'émergence de la représentation risquait de devenir hallucination. La violence ne naît pas d'une réalité contraignante, ce serait alors de l'agressivité. Elle effectue en fait un travail de déshumanisation par le meurtre effectif de l'objet psychique.
De telles dispositions proviennent de graves carences des objets externes, se manifestant lors de l'accueil qu'ils réservent aux compétences du nouveau-né. La mère n'est plus traductrice, mais plutôt incitatrice, voire initiatrice, en répondant sans médiation, trait pour trait, aux pulsions de l'enfant par ses propres pulsions, l'enserrant parfois dans une communauté de déni de l'existence du père. Elle est alors hyper excitante, ayant elle-même des incapacités importantes d'intériorisation des premiers objets, lacune inscrite dans une histoire généalogique. Elle se trouve dans le besoin de se nourrir d'objets externes, dans une relation de spécularité. L'enfant, réduit alors à un état de passivité, ne pourra alors distinguer ses propres sources pulsionnelles de celles des objets environnants. Les défaillances du père jouent un rôle tout aussi important en ne répondant pas aux besoins fondamentaux d'identification virile du fils, qui ne cessera de l'acquitter, parfois sous les formes les plus caricaturales de puissance. La passivité, ou plutôt la passivation, terme plus juste employé par André Green, se retrouve dans ses effets nocifs lors de traumatismes subis plus tardivement. La conséquence est à l'inverse du mouvement actif de création de l'objet psychique. L'état de dépendance absolue, l'agonie primaire de Winnicott ou l'effondrement entraînent le sentiment d'inexistence. Je parle là des traumatismes subis dans l'enfance plus avancée. Le viol, par exemple, subi par les enfants. Le collapsus topique, alors, dans ces situations, décrit par Claude Janin pour décrire la confusion entre réalité psychique et réalité matérielle, produite par un traumatisme, traduit bien la disparition du sujet, l'abolition des limites dedans-dehors. Ainsi, l'identité est bien au cœur des problèmes posés par la violence. Jean Bergerel l'a bien vu avec la violence fondamentale, enjeu d'existence, moi ou l'autre. On est ici dans le champ indéfini du narcissisme primaire, abuté au roc biologique de la passivité. Quels sont les moyens de survie dans une telle situation? Tel est maintenant notre questionnement. Survivre donc. L'une des solutions est offerte par l'identification à l'agresseur, processus analysé différemment selon les auteurs et qu'il faut prendre ici dans sa forme la plus élémentaire, la répétition de l'acte commis par l'agresseur, signant la fermeture d'une voie vers l'élaboration. Nous retrouvons en fait la confusion des sources pulsionnelles entre l'agressé et l'agresseur. L'agression effective, dans le réel externe, sauve le sujet de la redoutable fusion primaire. En fait, sujet, il ne l'est plus, puisqu'identifié à son agresseur, tout en existant cependant dans l'acte. C'est cela, survivre. Ainsi voit-on l'enfant, autrefois violé, devenir violeur. Des recherches ont avancé que 80% des agresseurs sexuels avaient été autrefois agressés. Or, une lecture plus attentive des protocoles d'enquête situerait le chiffre en réalité aux alentours de 30%. C'est exactement le pourcentage que nous avons trouvé lors d'une recherche effectuée avec mes collaborateurs auprès de 176 sujets ayant eu des comportements sexuels violents et incarcérés en France. C'est le même phénomène bien connu que celui des parents maltraitants qui ont été maltraités dans leur enfance. La violence perpétue la violence. Parfois, de telles manifestations transmises de génération en génération prennent une dimension sociale. C'est l'analyse qu'en fait Paul Ayoun dans certaines zones méconnues d'un état de droit, dans l'île de la Réunion, mais ailleurs aussi, bien sûr. L'auteur, Paul Ayoun, parle d'une absence de médiation humaine de vie entre adultes et enfants. Avec la remise en cause des repères qui servaient jusque-là de point d'accrochage au sentiment d'existence,
On comprend que l'adolescence facilite le recours aux comportements violents, phénomène aggravé par des changements de cadre traditionnel de la société. Ainsi, un sociologue, Volkmar, parle de délégitimation du travail pédagogique à l'école, dans la mesure où celle-ci ne conduit plus à l'entrée dans le monde professionnel. De ce fait, l'enseignant se trouve confronté à l'élève sans le couvert de l'institution. C'est bien ce que nous montre la violence en milieu scolaire, en se manifestant par un affrontement de personne à personne. Moi ou l'autre, tel est bien l'enjeu de ces parents qui se sentent narcissiquement atteints après une sanction infligée à leur enfant, donnant lieu à un règlement de compte digne des images qu'on nous propose à la télévision. Afin de pallier la menace d'effondrement, la désignation d'un représentant d'un moi idéal archaïque à l'extérieur est une autre solution, s'inscrivant toujours, bien sûr, dans la lignée narcissique. Le clivage avec la sexualité infantile, autant l'appui d'un soi vivant, a pu donner lieu à une dépressivité latente, exacerbée lors de certains événements. La rencontre avec un gourou ou tout autre messager de l'absolu apparaît alors comme un dénouement inespéré. Le processus est identique, je pense, à celui décrit par Jean-Eveline Kestenberg par rapport à la psychose froide, caractérisée pour eux par une relation fétichique à l'objet. Un objet externe, je les cite, tout-puissant, immuable, indifférent en une sexualisation éteinte ou amorcée, comprenant les deux sexes. Cet objet fait figure d'objet interne, à la fois hors du sujet et cependant le représentant comme tel. Voici donc alors la porte ouverte au fanatisme, à la secte qui décide de la vie et de la mort de ses adeptes, à l'extermination, à l'état totalitaire qui grandit les petits narcissismes, et aussi à la loi du milieu délinquant, fascinante par ses exigences et l'obéissance due à un parrain prestigieux. Partout plane l'ombre d'un père intemporel et jamais tué, par là même empêchant toute élaboration. « Mon fils, si tu veux être un vrai voyou, ce n'est pas ainsi qu'il faut y prendre », disait un jour un truand à l'un de mes jeunes patients incarcérés pour quelques délits de seconde zone. Exclu de la noble communauté, il s'est suicidé en sortant de prison. Dans tous ces cas d'identification massive aux représentants d'un moi idéal archaïque, l'autre n'est qu'une chose, désaffectivée, qui peut être tuée et torturée sans émotion, fût-ce un enfant. Cependant, il serait vain de croire en l'unique effet de l'adhésion au personnage tout-puissant, en oubliant, je cite Freud, une tendance native de l'homme à la cruauté, malaise dans la civilisation toujours. Les perversions sexuelles, que j'ai distinguées de la perversité sexuelle, expriment la violence sous une forme plus élaborée. Il s'agit bien toujours de possession de l'autre en un effacement des différences sous couvert de séduction. L'érotisation est mise au service de la violence. Mais la capacité à construire un scénario pervers ludique dans lequel le sujet se voit lui-même témoigne d'une accession au processus du double retournement, rendant l'analyse plus complexe. Cependant, c'est bien d'emprise dont il est question, afin de nier la séparation et la perte génératrice d'angoisse de mort. C'est bien ainsi qu'il faut comprendre la pédophilie, même si parfois s'y mêlent des modes de relations génitalisés. L'abomination et la déshumanation, je m'excuse de toutes ces choses que je vous dis, l'abomination et la déshumanation la plus complète sont atteintes avec les tueurs en série. Daniel Zaguri parle avec raison d'orgie narcissique accompagnée de coexcitation sexuelle. En effet, plusieurs processus se combinent pour conduire à des comportements extrêmes, la perversité sexuelle doublée d'une perversité narcissique pour désigner la capacité à se jouer de l'autre et à jouir du triomphe ainsi acquis. La pulsion sexuelle vient probablement renforcer un phénomène d'escalade jusqu'à la démesure
car l'antinomie, toute puissance non-existence, n'a pas de fin. Cet effet d'escalade est fréquent dans toutes les formes d'agression. Il traduit un mal-être non perçu et non exprimé par le sujet qui ne demande pas d'aide. Il faut noter cependant qu'un sujet sur 4 entrant en prison a fait l'objet d'une intervention psychiatrique dans son passé, ne fût-ce qu'une consultation au cours de l'enfance, ce qui peut nous faire réfléchir sur le devenir des mal-êtres auxquels on peut être confronté. L'absence de vécu explicite de mal-être est probablement en relation avec la désubjectivation propre à tous ces comportements que j'ai évoqués. Tout se passe comme si l'individu, en sa passivation, était réduit au jeu des processus qui se déroulent en lui, sans même qu'il en soit spectateur, sauf dans la perversion, comme je l'ai noté. C'est un élément qui aura un impact important sur les modalités de traitement. Et la femme, dont je n'ai pas parlé. Quelques chiffres d'abord. Il y a 45 000 hommes en prison en France et 5 000 femmes. 4 000 agresseurs sexuels des hommes condamnés et à peine une centaine de femmes pour la même raison, et en général beaucoup plus souvent pour complicité. Le crime de la femme le plus violent, c'est évidemment l'infanticide. Il semble alors que la mère criminelle n'a pu accéder au statut d'objet maternel, celui que l'enfant aurait voulu créer. Elle se sent envahie par lui et menacée dans son existence. Le devenir des femmes ayant subi des traumatismes se manifesterait plus souvent par la souffrance, avec un sentiment de vide incomblable, plutôt que par une solution narcissique de toute puissance. 2 mots sur le traitement possible. De telles perturbations de la personnalité, dont il a été question tout au long de cet exposé, sont réputées inaccessibles à une thérapie. C'est évidemment le cas lorsque le mouvement narcissique défensif s'appuie sur une organisation socialisée animée par une idéologie. Dans les autres cas, il faut un accident de parcours, comme une intervention judiciaire, pour provoquer angoisse, dépression et interrogation à l'origine d'une demande. C'est la qualité du dialogue avec un thérapeute ayant la maîtrise de ses contre-attitudes qui conditionne l'engagement dans un traitement. Il convient de ne pas craindre d'aller au cœur des problèmes, dans la zone psychique à l'origine de l'agression, de manière d'y aller d'une manière active, sans être intrusif. Le patient se trouve soulagé d'une telle rencontre, là où il y a angoisse protégée par le déni. Très souvent, les cauchemars qui s'ensuivent témoignent d'une ébauche de travail psychique. C'est au processus qu'il faut s'intéresser bien plus qu'au contenu de pensée, dont l'élaboration est isolée par le clivage des éléments les plus primitifs. On le comprendra aisément en se référant à la clinique que j'ai décrite, le sujet en tant que tel disparaissant dans la syntaxe du jeu des processus. En travaillant sur les contenus, on risque de créer artificiellement une superstructure, un faux self, capable de donner du plaisir au thérapeute et de l'enfermer dans une collusion narcissique. Le noyau clivé restera intact et la répétition assurée. Travailler un objet externe dans un face-à-face engagé, en assurant un étayage indestructible, en collaboration avec 1 ou 2 autres thérapeutes pour instaurer un cadre thérapeutique rigoureux, à distinguer d'un cadre juridique qui ne doit pas être cependant nié dans sa fonction de tiers symbolique, tels sont les principes de base d'une thérapeutique que j'ai élaborée ailleurs. Il s'agit en somme pour le thérapeute d'être le point de jonction des forces d'une violence physiquement contenue pour permettre la reconstruction d'un narcissisme positif. Je vous remercie.
Je vous remercie, Claude Ballier, car je crois que c'est vrai que la façon dont vous